regrette évidemment beaucoup de ne pas être parmi vous, mais malheureusement, nous avons ce jour les 80 ans de création des Cent luttes contre le cancer par le général de Gaulle, sous le haut patronage du président de la République, ce qui m'empêche d'être présent avec vous aujourd'hui. Et je n'ai donc pas pu écouter les présentations de mes collègues. Merci de l'invitation. Et en quelques minutes, je vais essayer de décrire des sujets qui ont déjà été couverts, je pense, par mes collègues, et qui sont l'importance de l'organisation en réseau pour la prise en charge des sarcomes sur le territoire national, mais également de manière plus large. Et je vais parler principalement du réseau NETSA. Voici mes liens d'intérêt en tant qu'à la fois investigateur, mais également directeur d'établissement, pour lequel je signe donc tous les contrats industriels. Et surtout, voici la liste des contributeurs grâce à qui, collectivement au niveau national, nous avons pu faire le travail que je vais vous présenter dans quelques instants. C'est plus de 300 collaborateurs, pathologistes, chirurgiens, radiothérapeutes, oncologues médicaux, cadres administratifs qui nous ont permis de réaliser tout ce travail et cette collection d'informations. Pourquoi ce travail, tout d'abord? Eh bien, nous savons tous, les sarcomes sont une famille de maladies rares, et de plus en plus rares d'ailleurs, alors que leur nombre exact augmente et que leur diversité nosologique augmente à la faveur des progrès de la biologie moléculaire. 155 sous-types la dernière fois que nous les avions classés, plus de 100 sous-types avec une incidence inférieure à 1 cas par million d'habitants et par an. Pas de surprise, de ce fait-là, on a des discordances diagnostiques avec la relecture anatomopathologique de premier niveau. Et c'est bien normal, ce sont des maladies extrêmement rares. Beaucoup, la plupart, touchent moins de 60 patients par an sur notre pays. Donc, de ce fait-là, il est important, et nous avons pu le prouver depuis une quinzaine d'années, il est même crucial, d'opérer une relecture systématique de tous les cas de sarcome. Et l'INCa nous a soutenus dans cette démarche, le rendant obligatoire depuis 2010 avec un impact que l'on mesure, évidemment, c'est une mesure médico-économique qui ne se traduit pas par des chiffres tangibles, mais avec des économies à la clé liées à cette relecture grâce à la prévention de l'errance diagnostique et de l'errance thérapeutique. Pour cette raison-là, l'Institut national du cancer nous a demandé d'opérer une relecture systématique de tous les cas de sarcome, mais également d'organiser leur prise en charge sur le territoire national, selon un schéma en réseau que vous voyez indiqué ici. Alors, ce réseau a évolué, vous en avez d'ailleurs sans doute déjà parlé au cours des présentations précédentes, mais il suffit de résumer les choses en disant qu'il y a entre 23 et 26 centres de référence au niveau national qui vont pouvoir relire les examens anatomopathologiques et accueillir tous les patients, parfois dès le diagnostic initial, on va voir que c'est important, le plus souvent précocement, mais parfois également un peu trop tardivement. Et surtout grâce à cette organisation en réseau et au soutien de l'Institut national du cancer, nous avons pu créer cette base qui s'appelle NetSAR, qui est en ligne, que vous pouvez consulter au moment où nous parlons. Lorsque j'avais fait cette capture d'écran, c'était il y a bien longtemps. Aujourd'hui, si vous la consultez, vous verrez qu'il y a plus de 130 000 cas de patients qui ont été présentés dans cette base. Tous ne sont pas des sarcomes, mais plus de 80 000 désormais sont des tumeurs conjonctives malignes à agressivité locale ou des sarcomes, ce qui en fait la plus grosse base au monde de très très loin. Et évidemment, ça nous permet de poser des euh, chiffres solides pour l'incidence, puisqu'on a une collection nationale, on relie tout, et d'autre part, euh, on rassemble ces données dans cette base de données. Vous voyez ici, vous ne voyez pas plutôt, vous n'arrivez pas à lire, c'est bien normal, les différents sous-types histologiques classés selon leur fréquence, et on voit qu'il y a plus de 150 sous-types, et on voit aussi quelque chose de très important, qui sont les carrés de différentes couleurs qui correspondent en fait aux essais de phase 2 randomisés ou de phase 3 qui ont été proposés à ces tumeurs. Et comme vous le voyez, la très grande majorité de ces tumeurs n'ont jamais eu le moindre essai randomisé de phase 3 et la plupart d'ailleurs n'ont pas eu d'essai tout court clinique. Donc on base nos recommandations sur au fond peu de choses. On sait cependant, grâce à ce travail, que l'incidence des sarcomes est proche de 9,5 par million d'habitants, 9,5 par 100 000 habitants et par an. Il y a une faute sur le schéma, c'est 95 cas par million d'habitants et par an annuellement. Donc, vous calculez assez aisément l'incidence. L'organisation en réseau, la présentation aux réunions de concertation pluridisciplinaires qui sont la caractéristique du réseau, nous a permis de faire plusieurs choses et nous les avons démontrées sur 3 articles successifs que je vais rapidement vous présenter. Tout d'abord, la présentation à une réunion de concertation pluridisciplinaire nous permet d'améliorer l'adhésion, la compliance aux recommandations de pratique internationales.
biopsie avant, imagerie adéquate. C'est très significatif par rapport à ne pas présenter à une réunion de concertation pluridisciplinaire. Et dans ce premier article, présenté il y a maintenant 8 ans, on voyait déjà un impact sur la survie sans rechute nettement amélioré chez les patients présentés en RCP avant le début de la prise en charge. C'est d'ailleurs un facteur pronostic indépendant dans l'analyse multivariée que vous voyez sur le panel de droite sur lequel je ne vais pas détailler. Deuxième article, il faut non seulement présenter les patients en réunion de concertation pluridisciplinaire, mais il est également favorable et mieux que les patients soient opérés dans un centre de référence. Pas de grosse surprise, me direz-vous. On a voulu comparer le devenir des patients après qu'ils aient été présentés ou non d'ailleurs en RCP NETSA pour l'analyse de l'impact d'un traitement dans un centre de référence par rapport à un traitement en dehors du centre de référence. Voici les 35 000 patients qui ont été décrits dans cette étude qui a été rapportée il y a maintenant un peu plus de 7 ans. Vous voyez une très grande diversité des histologies. Vous voyez une présentation clinique qui est celle que l'on attend des sarcomes, mais c'était probablement à l'époque la plus grande base de données qui ait jamais été rapportée. Et on voit que une douzaine de pourcents des patients seulement ont des métastases. Donc, la chirurgie a toute sa place dans la très grande majorité des patients. Et cette qualité de chirurgie, elle va être très différente chez les patients qui sont opérés dans un centre NETSAC par rapport à des patients qui ne sont pas opérés dans un centre NETSAC, avec une nécessité de réintervention chirurgicale secondaire qui est beaucoup plus importante lorsque les patients ne sont pas opérés dans un centre NETSAC, avec en plus pas de rattrapage, on n'arrive pas à rattraper secondairement avec la reprise chirurgicale les chiffres qui sont obtenus avec une intervention chirurgicale dès la première ligne. Donc, opérer d'emblée dans un centre de référence, c'est important et c'est d'ailleurs un facteur pronostic indépendant pour la survie globale dans cette étude, avec un impact sur la survie sans chute et sur la survie globale que vous voyez sur le panel de droite, avec un impact qui est très significatif, y compris sur les premières années, nous avons toujours d'ailleurs un peu à trop peu de recul. Une manière plus importante, je crois, c'est l'impact sur l'ensemble de la population. Il n'y a en fait pas d'études qui avaient analysé l'impact de l'organisation en centre de référence sur la survie totale de la population de patients atteints de sarcome sur un pays. Et ça a été fait tout récemment dans une publication qui est indiquée ici. Le collègue scandinave avait démontré l'importance des recommandations pratiques et des centres de référence. C'est vrai également au Royaume-Uni, mais l'impact sur la survie d'une population de patients à l'échelle nationale n'avait pas été démontré. Donc là, on a plus de patients. Vous voyez on continue l'inclusion dans le registre, donc les nombres augmentent avec des sarcomes, des tumeurs à malignité intermédiaire, viscérales, osseuses et des tissus mous, et une description des patients qui, à nouveau, fait de cette série une des plus grandes séries rapportées avec des types histologiques fréquents qui sont bien classiques et qui ne vont pas vous surprendre. Une taille médiane de tumeur qui est assez conséquente dans tous les cas de figure et globalement une description de la population qui, je pense, montre assez bien ce qui se passe dans un pays équipé d'un système de santé tel que le nôtre. Alors, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé depuis 15 ans qu'on a activé ce système? Eh bien, on fait plus de biopsies avant le traitement, en particulier dans les centres NETSAC, mais même en dehors, même si en dehors des centres NETSAC, on voit les chiffres sont moins bons. On fait plus de réunions de concertation pluridisciplinaire avant la chirurgie, mais on est loin du compte, il y a encore trop de verres, vous le voyez. On fait plus de RCP avant la chirurgie dans les centres NETSAC. En dehors des centres NETSAC, on ne marque le pas, et c'est un autre argument pour centraliser la prise en charge. On a des qualités de prise en charge au niveau national qui s'améliorent. Depuis 2013, on est exhaustif, pense-t-on, au vu des données, et on voit que le bleu augmente, R0, le vert globalement reste à peu près stable mais diminue, c'est R1. Et globalement, on a une diminution également des R2 en beige et des R inconnus, le pire, en violet. On voit que ces chiffres-là sont encore une fois bien meilleurs dans les centres NETSA qu'en dehors des centres NETSA. Plus de bleu, moins de violet et de beige dans les centres NETSAC. Et on voit que, et c'est d'ailleurs une observation intéressante, les centres non NETSAC s'améliorent dans la qualité de prise en charge, mais sont très loin de ce que l'on a dans les centres NETSAC. On a une qualité de chirurgie qui va suivre ce qu'on avait déjà observé sur notre première analyse, qui s'améliore au fil des ans, qui s'améliore
en particulier dans les centres NETSARC et dans les centres non NETSARC, mais beaucoup moins en magnitude. Donc un impact qui est significatif, avec un impact également sur la résection qui va diminuer au fil des ans, en particulier dans les centres NETSARC, mais même en dehors des centres NETSARC, même s'il y a trop de verre pour re-résection en dehors des centres NETSARC et sur ces différentes périodes. Donc les pratiques s'améliorent. L'inclusion dans les essais cliniques, vous le voyez sur le graphe du bas en rouge, reste stable globalement, mais les pratiques s'améliorent au fil du temps, mais notez quand même les pourcentages, nous avons encore beaucoup à faire. Quel est l'impact de tout cela sur la survie? C'est le point de ce troisième article. Eh bien, on voit que la survie globale des patients sur la dernière période où ils ont été pris en charge, donc depuis 2016, s'est améliorée de manière significative. La dernière période est associée sur les premières années du suivi à une survie significativement améliorée. C'est un facteur pronostic indépendant avec une réduction de la mortalité depuis 2016 de 18%, une mortalité globale de tout le monde y compris des adultes, 19% de réduction en l'occurrence, c'est un très significatif en multivarié. Les tumeurs localisées, tout particulièrement, à nouveau 19%, de manière presque surprenante, particulièrement pour les patients métastatiques d'emblée, les 12% dont vous parlez tout à l'heure, où la réduction, cette fois-ci, est près de 37%. C'est vraiment assez impressionnant. On a amélioré les choses. Alors, ça, c'est pas que la prise en charge dans la centre de référence, c'est également les progrès médicaux, mais c'est surtout quand même l'organisation collective de la prise en charge. Donc on voit que globalement, la qualité de la prise en charge s'améliore au fil du temps et que le devenir, la survie des patients à l'échelle nationale a été améliorée. La dernière période est associée à un gain en survie qu'on va évidemment continuer à monitorer et à mesurer, mais qui est très encourageant. Puis, cette grande base nous permet de faire plein d'études. C'est une mine d'or qui est probablement sous-exploitée. On voit par exemple que les sarcomes rétropéritonéaux, en jaune ici, ont un net intérêt à être pris en charge dans les centres de référence, parce que la suivi n'est pas très long, là, 30 mois, mais on voit que c'est très supérieur dans les centres de référence. On peut poser des questions également qui est très difficile d'aborder en des essais randomisés. Faut-il réopérer les patients opérés hors centre de référence? La réponse semble plutôt oui dans cette étude, cette analyse de notre base de données. Réopérer en centre de référence des patients qui n'ont pas été opérés dans les centres de référence semble bénéficier à tous les patients R2, R1, R0. On pourra rentrer dans le détail, mais au-delà de ça, l'information est importante et elle a été encore débattue avant cette étude. Et puis, c'était une des missions de l'INCa, c'est une couverture du territoire national. En rouge, plus c'est loin d'un centre de référence. Mais bonne nouvelle, la survie des patients est indépendante de la couleur de l'endroit où vous situez sur la carte de France. Donc, on arrive à prendre en charge les patients de manière équivalente, quelle que soit la distance au centre de référence. Il y a différentes raisons pour cela. Il se mériterait également un peu de travail supplémentaire pour vous le présenter, mais le point important, c'est que l'équité de traitement est au centre de nos préoccupations. Donc voici ma conclusion. Pour la prise en charge des sarcomes en centre de référence, le travail collectif que nous avons conduit au sein du réseau NETSARC nous a permis de démontrer une amélioration de la qualité de la prise en charge et de la survie globale au niveau national. Il n'y a pas d'équivalent dans d'autres pays pour l'instant, et donc nous allons quand même avoir besoin de série contrôle pour voir si c'était le cas dans d'autres pays ou non, mais les données que nous avons sont encourageantes, mais il reste beaucoup à faire, car cela ne vous a pas échappé. Beaucoup de patients sont encore pris en charge en dehors des centres de référence NETSAC et beaucoup de patients échappent aux recommandations de pratique. Alors, l'Europe s'est intéressée à notre travail et il est décliné au niveau européen à travers ce qu'on appelle un European Reference Network pour les cancers rares solides de l'adulte qui s'appelle l'ORACAN et que nous avons la chance de diriger. Le projet européen qui nous concerne, il n'y a pas que les sarcomes, mais tous les cancers rares solides de l'adulte. Et projet européen qui rassemble plus de 100 membres dans plus de 25 pays européens, et ça s'élargit encore. Merci beaucoup pour votre attention. Moi, je voudrais remercier le professeur Germain pour la remarquable organisation. Je devais vous parler des sarcomes mammaires, mais le temps a passé, hein. Non, il est 17 heures. Il est 17h15. Je propose de le mettre en communication libre quand on aura de la place, parce que je sais que des gens doivent nous quitter. Ils m'ont prévenu avant. Il est déjà 17h15. Et bravo pour cette session avec. Un instant, un instant. Je demande à Axel peut-être de
de prolonger un petit peu la conversation avec le professeur Jean-Yves Blais. De prolonger, si vous êtes pressé. Non, c'est juste pour vous remercier. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi sur cette thématique qui mérite d'être déclinée sous toutes ses formes. Euh, Juste insister vraiment sur trois, quatre points, si on faisait un résumé. 90% des sarcomes se présentent sous une forme localisée, donc théoriquement, je ne dis pas qu'on devrait tous les guérir, mais la prise en charge optimale initiale vraiment conditionne l'avenir de ces patients. J'insisterai sur l'aspect radiologique, parce que c'est les radiologues qui voient les patients en premier. C'est les radiologues qui voient ces boules qui poussent. Et pendant des années, on voyait aspect typique d'hématome, aspect typique de lipome. Donc les chirurgiens ne faisaient pas trop attention en disant, voilà, le radiologue me met ça. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Aujourd'hui, le radiologue est plus humble. Il nous dit, attention, ça peut ressembler à un sarcome. Voici la liste des références, des centres de référence à qui on pourrait. La biopsie est beaucoup plus envisagée parce que le radiologue, encore une fois, a orienté ce diagnostic dans son compte-rendu. Le deuxième point, c'est l'anatomopathologie. Sans anatomopathologie, sans diagnostic, on ne peut pas opérer un patient. Il faut avoir, en théorie, une biopsie systématique avant d'opérer le patient. Je vois encore des patients à qui je demande que vous a dit le chirurgien avant de vous opérer demain. Il dit, je ne sais pas ce que vous avez, je vais un peu à la pêche, on réfléchira après. Ça, ce n'est plus possible. Il faut avoir une biopsie avant pour optimiser le traitement local. En augmentant le taux d'exaréser zéro, vous augmentez la survie de ces patients. Et on voit que la biologie moléculaire, en plus, va nous orienter vers possiblement des traitements de systémiques qui ne seront plus la doxorubicine ou l'ifosfamide, mais des traitements à la carte, comme les inhibiteurs NTRK. On a vu des. Voilà, on y va étape après étape, mais la biologie moléculaire apporte un petit plus à l'édifice. Euh, il y a encore 10% de discordances majeures entre un centre de biologie, d'anatomopathologie X et une relecture des lames. 10%, c'est énorme. C'est 400 nouveaux cas par an. On voit encore des patients traités par chimiothérapie pour des tumeurs bénignes. Donc, il y a des procédures, des procès qui sont en cours pour des chirurgiens qui ont été opérés d'emblée sans biopsie préalable. Donc, vraiment, j'insiste sur le temps qu'on peut passer pour optimiser la prise en charge. Les... Pas d'extemporané, oui. Pas d'extemporané, ça sert à rien. Bon, ce sont des tumeurs en théorie d'évolution lente, ce ne sont pas des leucémies, à part des exceptions. Les patients vous disent tous, j'ai une boule depuis 1 an qui pousse progressivement. Donc on a le temps de mettre en place toutes les procédures pour faire un diagnostic préopératoire et d'opérer le patient dans les meilleures conditions. L'IRM le lundi, la chirurgie le mardi, et puis on réfléchit ensuite, c'est plus d'actualité. Il faut perdre un petit peu de temps au départ de la prise en charge. Et puis pour finir, le réseau, c'est très important. On ne peut pas rester dans son coin avec son petit sarcome tout seul. On a fait d'énormes progrès grâce justement au réseau. Et si on pouvait discuter de mon rêve, c'est de discuter en RCP. En RCP, c'est pas forcément dans un centre de référence. On a insisté sur les centres de référence. Les centres de référence ne peuvent pas absorber forcément tous les sarcomes. Jean-Yves vous l'a pas dit, mais le fait qu'il y ait un réseau NetSarc augmente aussi la connaissance des gens qui ne sont pas dans les réseaux NetSarc. Donc aujourd'hui, la chirurgie est quand même améliorée dans les centres non de référence. Donc finalement, on s'améliore tous. Donc c'est un point important sur lequel je voulais insister. Merci Axel. J'ai un court film de 2 minutes à vous passer. Que deviennent ces enfants qu'on a opérés à l'âge de 5 ans? Que deviennent-ils? Je vous montre un court film d'enfants qui vous montre ce que deviennent les enfants après opération sur les sarcomes des os. Ce jour-là, on décèle chez Victor un sarcome de l'os, un cancer. J'ai voulu aller à la radio, tout le monde est allé, et puis la vie s'est arrêtée. Il y a quelques décennies, on aurait peut-être amputé Victor. Mais aujourd'hui, les rémissions sont nombreuses grâce à 2 thérapies complémentaires, chimiothérapie et chirurgie reconstructrice. La croissance ne se fait pas tout à fait complètement, mais c'est une histoire de quelques centimètres. La plupart des enfants retrouvent une vie normale et, comme souvent à cet âge, aventureuse. J'ai pas peur. Bravo, je voudrais qu'on félicite tout le groupe qui est intervenu, c'est formidable et merci pour ce film porteur d'espoir. À très bientôt.
et il faut que je sonne la cloche. La session est suspendue.